Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module, savoir parler de sa douleur, en fait, apprendre aux patients à parler de leur douleur. Alors en fait, c'est vraiment, il y a une grosse importance de recueillir quand même une description de la douleur chez le patient. Il faut savoir en fait encourager le patient à décrire sa douleur. Pour évaluer en fait la douleur, il est essentiel d'inciter les patients à utiliser leurs propres mots pour la décrire, poser des questions ouvertes qui leur permettront en fait de s'exprimer. Alors il faut faire attention aussi aux déclencheurs et au moment. À quel moment survient-elle? Est-elle présente au repos, après un effort ou lors d'un état de stress ou de fatigue? Ça, ce sont des exemples de phrases, de questions que vous pouvez poser à vos patients pour leur permettre de répondre. Intensité et impact, est-elle supportable ou perturbante? Interrompt-elle le sommeil ou les activités quotidiennes? Il faut savoir, il faut arriver à orienter les patients, à les aider en fait. Si vous leur dites juste, avez-vous mal aujourd'hui? Bah, le patient, il va vous dire oui, mais il n'en dira pas plus. Donc, c'est à vous d'intégrer des questions pour leur permettre que eux, ils puissent s'exprimer et aussi à bien s'expliquer. C'est vrai que quand on est soignant ou thérapeute et qu'on entend pendant toute la journée, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, mais sans qu'on avoir les explications, nous, en tant que soignants, oui, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Donc, c'est pour ça qu'il faut aider vos patients en leur posant des questions. Il faut savoir aussi faire confiance à l'expérience clinique tout en restant attentif à la description du patient. La localisation et la description de la douleur fournissent des indices précieux pour établir un diagnostic. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que l'origine réelle de la douleur peut être éloignée de la zone perçue comme douloureuse par le patient. Donc c'est pour ça, soyez vraiment très à l'écoute. Je vous donne un exemple. Une douleur à l'épaule droite peut parfois révéler un problème sous-jacent au niveau du foie. En revanche, il est tout aussi important de ne pas tirer de conclusions hâtives. Une douleur à l'épaule droite n'indique pas nécessairement une atteinte hépatique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous appreniez à être à l'écoute de vos patients, leur demander où c'est qu'ils ont mal exactement, est-ce que la douleur irradie à un autre endroit, parce que c'est vrai qu'ils peuvent dire ouais la douleur et puis après ben vous dire ben voilà par exemple j'ai mal du côté du foie. Donc c'est pour ça que soyez très à l'écoute et posez-leur des questions. Exploiter les descriptions pour orienter le diagnostic, hein. Certains diagnostics sont évidents en fonction de la localisation de la douleur, comme une fracture, une entorse ou un panari. Mais d'autres situations cliniques peuvent être plus complexes et nécessitent donc une analyse beaucoup plus minutieuse. Donc votre rôle, c'est d'utiliser les informations fournies par le patient pour établir les hypothèses diagnostiques tout en recherchant éventuels pièges cliniques. Donc, localiser et caractériser la douleur, c'est une clé aussi pour adapter le traitement. Différencier les localisations, savoir si la douleur elle est localisée ou diffuse. Lors d'évaluation d'une douleur, il est essentiel de déterminer si elle est localisée, confinée à une zone bien précise, ou alors si elle est diffuse, étendue à plusieurs zones ou non définies précisément. Cette distinction est cruciale car en fait, elle oriente les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Comme tout à l'heure par rapport à l'épaule, bien demander à votre patient si elle est vraiment localisée qu'à l'épaule ou diffuse si elle est un peu ailleurs dans le corps. Et ça, après, ça va aider le médecin. Ça vous aidera aussi à expliquer au médecin exactement ce que le patient ressent. Et donc, le médecin sera aidé par rapport à son diagnostic. Pensez à leur demander aussi la durée, le type de douleur. La douleur peut être classée selon sa durée. Aiguë, moins de 6 semaines. Subaiguë, entre 6 semaines et 3 mois. Chronique, plus de 3 à 6 mois. Récurrente, alternance de périodes douloureuses et de périodes d'accalmie. Catégorie de douleur. Après, on va voir aussi la catégorie des douleurs selon leur origine. Donc, vous voyez, la durée et type de douleur, ça aussi, c'est important. Un patient qui arrive dans un service ou pour un thérapeute, un patient qui vient vous voir, il vous parle de ses douleurs. Donc, sachez ces termes, apprenez-les et demandez-lui, savoir si, voilà, si ça fait moins de 6 semaines, si c'est entre 6 semaines et 3 mois. Ça va vous permettre de savoir
ce que le patient, si les douleurs sont des douleurs qui sont là depuis X temps ou pas. Et ça va vous aider à vous orienter aussi. Donc, les catégories de douleurs selon leur origine, donc il y a la douleur nociceptive, hein. Ça résulte d'une lésion tissulaire due à un traumatisme, une inflammation ou une maladie, typiquement localisée et souvent décrite comme une douleur vive ou pulsatile. Donc ça, on l'a vu dans le module 2 ou 3, je ne sais plus, mais on l'a déjà vu, mais ça fait du bien au moins de tout revoir. Les douleurs neuropathiques provoquées par une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux se manifestent souvent sous forme de brûlures, de picotements ou de sensations électriques. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de demander à vos patients comment ils ressentent la douleur. Et voilà, donnez-leur des termes. Et eux, ça va aussi les aider à savoir communiquer aussi. Ça aussi, c'est important. C'est ce que je leur apprends dans les programmes que je donne. La douleur irradiée, perçue dans une région du corps différente de son point d'origine, par exemple une douleur à l'épaule gauche, peut être le reflet d'un problème cardiaque. Ça, c'est voilà, ça c'est important à savoir. Parce que si c'est un problème cardiaque, on sait que l'état d'urgence ne sera pas du tout la même que si c'est juste un problème, une tendinite à l'épaule gauche, quoi. La douleur radiculaire, elle résulte de l'irritation d'une racine nerveuse. Elle suit le trajet du nerf affecté comme une douleur qui descend le long de la jambe en cas de sciatique. Douleur neuropathique centrale ou neuroplastique due à une hypersensibilité sensorielle ou un dérèglement du système nerveux central. Donc là, ça sera caractérisé par une douleur chronique non liée à une lésion spécifique, pardon. La douleur psychogène, elle est associée à des facteurs psychologiques tels que le stress ou l'anxiété, bien qu'elle ne soit pas causée par une lésion directe. Elle est réelle et nécessite une prise en charge adaptée. L'importance donc d'une localisation précise pour le traitement, ces informations fournies par le patient, concernent la localisation, la nature et les circonstances d'apparition de la douleur et vont permettre au moins d'adapter le traitement et d'orienter un peu plus le médecin aussi vers son diagnostic. Donc, encourager une communication efficace avec vos patients. Donc ça, c'est aussi important. C'est préparer le patient pour une consultation optimisée. Donc, aider vos patients à communiquer efficacement au sujet de leur douleur. Orientez-les vers des questions clés qui peuvent guider votre diagnostic et le choix du traitement. Ces éléments leur permettent de structurer leur récit et de vous fournir des informations précises et pertinentes. Une question clé pour évaluer la douleur, la localisation, où se situe la douleur, quelles zones sont affectées. L'historique, aussi, quand cette douleur a-t-elle commencé? Avez-vous déjà ressenti une douleur similaire dans le passé? La qualité de la douleur. Là, je vous donne des exemples pour vous aider avec vos patients. Comment décrivez-vous la douleur? Est-ce une douleur sourde, une courbature, un élancement, une sensation de brûlure, un engourdissement, un fourmillement ou autre? Après, il y a aussi les facteurs aggravants et atténuants. Quel mouvement, position ou activité qui aggrave vos douleurs? Qu'est-ce qui a tenu ou soulage la douleur? Le repos, la chaleur, des médicaments, etc. Et les tentatives donc pour soulager, qu'avez-vous déjà essayé pour soulager la douleur? Médicaments, thérapie physique, remèdes naturels. Quelles approches ont fonctionné et lesquelles ont échoué? Tout ça, c'est important. Il faut savoir orienter et aider son patient à communiquer et aussi qu'il vous exprime clairement comment sont ses douleurs. C'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'ils ont pris. Est-ce qu'ils ont déjà pris des médicaments, des thérapies physiques? Si on ne leur pose pas ce genre de questions, vous le savez très bien, les patients ne diront rien. Et les approches qui ont fonctionné, lesquelles ont échoué, ben, c'est important aussi. Ça va vous aider, ça va aider aussi le médecin à savoir, ben voilà, c'est pas la peine de prescrire ça, puisque finalement, ça ne lui a servi à rien, ça ne l'a pas aidé. Et ça, c'est important. Parce que souvent, les patients, malheureusement, on le sait tous, qu'ils ont mal, donc ils arrivent, ils disent j'ai mal. Et ils voient qu'on ne les comprenne pas, donc ils vont s'énerver en disant mais je vous dis que j'ai mal. Vous, de votre côté, vous allez perdre patience parce que, oui, ok, vous savez qu'ils ont mal, mais ils ne savent pas s'exprimer. Donc, aidez-les à s'exprimer. Et vous allez voir que les consultations seront bien mieux. Je mets aussi
en place. Alors, je ne sais plus si elle y est à l'heure actuelle, mais je sais que ça, c'est un atelier que je veux mettre en place pour leur apprendre justement à avoir des consultations qui sont bien, à comment s'exprimer quand ils vont aller pour une consultation, par exemple, de la douleur. Après, encourager donc toujours, pourquoi est-ce important donc de leur poser toutes ces questions? Eh ben, c'est de mieux comprendre l'impact de la douleur sur la vie quotidienne du patient, d'identifier des pistes diagnostiques potentielles et d'orienter aussi le traitement vers des interventions qui seront plus efficaces et adaptées aux besoins du patient. Donc aussi plus économiques, on va plus vite, tout le monde est aussi content. Et en incitant vos patients à préparer ces réponses avant la consultation, vous facilitez une communication claire et efficace, ce qui optimise le temps de consultation et améliore la précision du diagnostic. Cela contribue également à renforcer l'alliance thérapeutique et à impliquer activement le patient dans sa prise en charge. C'est important, il faut aussi que le patient devienne autonome. Et ça, pour qu'il devienne autonome, vous avez des patients qui le sont très bien, mais malheureusement, vous avez d'autres patients pas du tout. Donc, il va falloir aussi les aider. Et plus ils vont voir que vous allez être à l'écoute, et plus eux, ils vont voir qu'ils vont pouvoir s'exprimer, et la confiance va vraiment se mettre en place. Et ça, c'est important, d'autant plus dans la douleur. Alors, la confiance est importante pour toute consultation, hein, mais alors dans la douleur chronique, je peux vous dire que c'est hyper important. Le nombre de patients, moi, qui m'ont fait des retours et qui n'étaient pas, voilà, pour eux, c'était pas du tout ils se sentaient pas en confiance et ils changeaient de médecin ou d'infirmière ou de thérapeute parce qu'ils avaient l'impression de jamais être écoutés. Donc, c'est aussi faciliter la communication avec des patients, c'est une clé pour une prise en charge donc efficace. Donc, il faut encourager une collecte complète des informations. Pour mieux aider vos patients, il est essentiel d'obtenir une vue d'ensemble détaillée de leurs symptômes, y compris ceux qui pourraient sembler secondaires ou connexes. Insistez auprès d'eux sur l'importance d'être franc et ouvert dans leur description. Point à communiquer aussi aux patients les symptômes associés. Encouragez-les à mentionner tous symptômes connexes, même s'ils ne le jugent pas pertinent. Une vue d'ensemble plus large peut révéler des liens importants pour le diagnostic. Donc, préparer la consultation, c'est rassurer aussi vos patients, exprimer leurs préoccupations, que c'est tout à fait normal et attendu. S'ils ont des inquiétudes spécifiques ou si leur état nécessite plus de temps, encouragez-les à demander un rendez-vous prolongé. Donc, créer un dialogue ouvert, ça c'est hyper important. Invitez vos patients à poser toutes leurs questions. Conseillez-leur de les écrire avant la consultation pour ne rien oublier. Expliquez que mieux comprendre leurs douleurs ou leurs problèmes les aidera aussi à les gérer plus efficacement entre les consultations. Participation des proches aussi, ça aussi c'est important. Si vous avez quelqu'un qui vient vous voir accompagné, je sais pas moi, d'un proche, le mari, la femme, voilà, et ben il faut les faire participer eux aussi parce que certaines situations sont complexes, donc suggérer qu'ils se fassent accompagner donc par un proche, celui-ci peut les aider à se rappeler les explications et recommandations données, mais aussi intégrer les proches. Il faut faire comprendre aux patients qu'on intègre aussi les proches dans leur traitement. Et ça, c'est important. Outils de suivi, donc recommandé de tenir un journal, hein, demander aux patients de consigner des informations sur le type de douleur ressentie, la localisation précise des zones affectées, l'impact de ces douleurs sur leur quotidien. Pourquoi cette démarche est importante? Eh bien parce que plus la communication va être claire et bien préparée entre soignants et patients, cela va permettre d'identifier des stratégies d'auto-traitement ou des ajustements du mode de vie pour réduire les douleurs. Auto-traitement, ça c'est important. Il faut rendre le patient autonome. Optimise l'efficacité des consultations avec un gain de temps et une meilleure prise de décision. Renforce la confiance et la collaboration entre le thérapeute et le patient ou entre le soignant et le patient, favorisant ainsi de meilleurs résultats. Et ces bonnes pratiques peuvent améliorer la qualité des soins prodigués tout en aidant les patients à devenir des partenaires actifs dans leur prise en charge et non plus des patients passifs qui attendent qu'on leur fasse tout. Il faut qu'ils soient actifs. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui le montrent, hein.
plus le patient est actif, plus le patient, vous allez avoir affaire à un patient qui va être un révolté, qui va faire des recherches lui-même sur Internet, qui veut comprendre tout ça. Ce sont des patients qui ont beaucoup plus de chances de s'en sortir qu'un patient qui est passif. Alors, vous inquiétez pas, je vous donnerai un exemple d'un journal un peu plus loin, parce qu'on va parler de l'intérêt du journal. Je vous donnerai l'exemple d'un journal que moi, j'avais mis en place au sein de l'association, de mon association, quand j'avais créé mon association sur le SDRC. Voilà, c'est tout pour le module 7 et je vous dis à bientôt pour le module 8.